alors qu'on va faire le débat après les deux exposés. Donc, je propose, s'il n'y a pas de, sauf si quelqu'un souhaite intervenir, que tout de suite, on embraye avec ce que va nous dire Evelyne, également pour une quinzaine de minutes. Hein. Oui, Ça d'accord, te va, merci. Evelyne? Oui, oui. Donc, je vais peut-être être beaucoup plus factuelle et parler beaucoup, enfin, donner beaucoup plus de chiffres, mais enfin, c'est pour compléter l'exposé de Patrick, dont je partage complètement le point de vue. Donc, je vais commencer par rappeler ce qu'est l'article 11 du préambule de notre Constitution de 1946, qui dit tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Et effectivement, la crise du Covid survenue alors que la France connaissait déjà un chômage très élevé et un développement de la précarité sous de multiples formes, ça entraîne une explosion du chômage, une aggravation de la pauvreté, alors que les réponses gouvernementales restent très insuffisantes. Je commencerai à donner quelques éléments sur le niveau de pauvreté qu'atteint notre pays. C'est un niveau indigne pour un pays riche. Comme le dit le rapport sur la pauvreté en France, réalisé en novembre 2020 par l'Observatoire des inégalités, mais aussi celui du Secours catholique sur l'état de la pauvreté en France, ces deux rapports portant sur l'année 2020, mais leurs données datent de 2018. Donc en 2018, on comptait déjà en France 5,3 millions pauvres, c'est-à-dire des personnes vivant sous le seuil de pauvreté de 50% du revenu médian, c'est-à-dire vivant en dessous de 885 € par mois pour une personne seule, 5 300 000 au lieu de 4,9 millions en 2013. On ne sait pas exactement où on va en arriver début 2021. Déjà, le Secours catholique enregistre 1,5 million de personnes venant chercher de l'aide et estime à 8 millions le nombre des personnes qui ont besoin d'aide alimentaire fin 2020. Et comme l'a souligné Patrick, travailler ne protège plus de la pauvreté, comme le montre aussi l'Observatoire des inégalités. La moitié des pauvres, certes, sont inactifs, mais un quart sont des salariés, ce qui représente 1,2 million salariés qui ont revenu inférieur au seuil de pauvreté. Et ce sont aussi les jeunes qui sont en première ligne de la pauvreté. La moitié des pauvres vivant avec moins de 50% du revenu médian ont moins de 30 ans. Et donc, en plus, jusqu'à 25 ans, ils sont exclus du RSA. Donc, sur le chômage, là aussi, je donne quelques chiffres. Fin 2019, on comptait 6,5 millions de sans-emploi ou en emploi précaire inscrits à Pôle emploi. Ces 6,5 millions inscrits à Pôle emploi représentent un quart quand même de la population active. Or, sur ces 6,5 millions, seuls 3 millions, même pas la moitié, 42%, étaient indemnisés fin 2019. Et pour beaucoup, cette indemnisation était très faible puisqu'elle était en pourcentage du salaire antérieur. Et pour les personnes, dont de nombreuses femmes qui travaillaient à temps partiel, l'indemnisation est tout à fait insuffisante pour vivre. En plus, dans ces 6,5 millions d'inscrits, on ne compte pas tous ceux qui ne s'inscrivent plus à Pôle emploi par découragement, ceux qui ont perdu une activité non salariée, justement ceux qui étaient des auto-entrepreneurs contraints, des faux indépendants ubérisés, ou ceux qui étaient sans papier, comme par exemple les travailleurs sans papier. La CGT chômeurs estime à 11 millions le nombre total de chômeurs et chômeuses et précaires, si on prend en compte toutes les catégories non retenues dans les chiffres officiels. Et avec la crise du Covid, les vagues de licenciements ont commencé, bien sûr. Au premier semestre 2020, à peu près 715 000 emplois ont été détruits. Donc, on s'attend à un nombre de pertes d'emplois de plus du million sur l'année. La Banque de France estimait qu'on aurait un taux de chômage de 10% au moins pour l'année 2020, sinon 11%. Quelles sont les réponses de l'État? Alors, justement, elles sont très en dessous de ce qu'il faudrait. L'Observatoire des inégalités note qu'on a peut-être augmenté avant la crise sanitaire l'allocation pour personnes âgées et l'allocation pour handicapés à 900 € à peu près par mois,
soit un peu plus que le seuil de pauvreté de 885 €, mais le RSA, lui, n'a pas été augmenté et reste très inférieur à ce seuil de pauvreté, sachant encore une fois que les jeunes de 18 à 25 ans en restent exclus. Et fin 2020, on comptait 2 100 000 personnes allocataires du RSA contre 1,9 million fin 2015, et ce qui a d'ailleurs entraîné un surplus de dépenses de plus d'1 milliard en 2020 pour les départements, dont l'État ne compense que 51%. Quant à l'indemnisation des sans-emploi ou des sous-emplois, c'est-à-dire chômeurs et précaires, elle a régressé tout au long de la période récente, et surtout justement pour les plus précaires. C'est ce que montre un rapport de Mathieu Grégoire, Claire Vive et Jérôme Déris, quelle évolution des droits à l'assurance chômage de 1979 à 2020, remis le 4 janvier dernier au comité de suivi de l'assurance chômage à l'Assemblée nationale. Ce rapport montre que de moins en moins de chômeurs indemnisables déjà sont indemnisés, parce qu'on nous parle souvent des chiffres de chômage indemnisables, mais en 2019, il n'y avait que 73% des indemnisables qui étaient indemnisés, contre 81% quelques années avant. Mais surtout, les droits à indemnisation des chômeurs qui sortent d'un emploi continu sur la période 79-2020 sont restés à peu près stables. Par contre, les droits à l'indemnisation des salariés en emploi discontinu, ceux qui sont de plus en plus nombreux, ont été très gravement réduits depuis 2017. Selon les auteurs de ce rapport à l'Assemblée nationale, on est passé d'une logique d'assurance à une logique de compte épargne-emploi. Ce sont les salariés à emploi discontinu qui sont les moins bien indemnisés. Alors, qu'en est-il justement de cette indemnisation ? Eh bien, elle ne cesse de se dégrader pour l'ensemble aussi des chômeurs, parce qu'il y a d'abord eu le décret fin 2018 qui a aggravé les sanctions contre les chômeurs qui ne feraient pas suffisamment de recherche d'emploi, alors que bon, les conditions pour chercher un emploi étaient déjà très difficiles fin 2018. Mais la réforme de l'assurance chômage imposée par décret l'été 2019, qui visait d'ailleurs 3,5 milliards d'économies, a continué à détruire les droits des chômeurs et des précaires à une indemnisation correcte. Son premier volet, qui est rentré en application le 1er novembre 2019, même s'il a été suspendu pendant la crise sanitaire, allongeait la durée d'affiliation nécessaire. Auparavant, c'était 4 mois sur 28 où il fallait avoir travaillé. On passait à 6 mois sur 24 mois, 6 mois sur 2 ans, ce qui n'est pas accessible à tout le monde. Et donc, il s'en est trouvé une exclusion de l'indemnisation de pratiquement 1 demi-million de chômeurs et précaires. Alors, l'allongement de la durée de travail d'affiliation a été suspendu, mais le gouvernement n'y renonce pas à l'avenir, sauf, dit-il, pour les moins de 26 ans. Mais le second volet de la réforme était bien pire puisqu'il recalculait le mode de calcul de l'indemnisation sur le salaire de référence et en le calculant en prenant en compte les jours non travaillés, c'est-à-dire en faisant baisser considérablement ce salaire de référence pour calculer l'indemnité. Donc ça, ce volet-là était absolument terrible parce qu'il devait exclure encore plus d'1 demi-million de personnes de l'allocation de chômage. Il était reporté à cause de la crise sanitaire au 1er avril 2021, mais le Conseil d'État a rejeté ce deuxième volet de la réforme de l'assurance chômage en jugeant qu'il y avait une inégalité, ce qui n'empêche pas le gouvernement d'engager courant février des négociations avec les partenaires sociaux, comme ils disent, pour instaurer des réductions automatiques des allocations de chômage en fonction de la conjoncture économique. On peut faire confiance au gouvernement pour le faire passer par décret comme d'habitude. Ensuite, parlons un peu des intermittents en général, tous ceux qui justement alternent emploi-chômage. Les intermittents du spectacle, qui sont 122 000 à peu près, ont certes obtenu en 2020 une année blanche, c'est-à-dire une prolongation de leur droit à l'indemnisation jusqu'en août 2021 pour ceux qui étaient indemnisés. Mais il n'en est rien pour les autres précaires et intermittents de l'emploi, par exemple les extras, tous ceux qui sont en intérim ou en CDD précaires de l'hôtellerie-restauration, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, les vacataires non renouvelés dans les bibliothèques, etc. Et donc, ça concerne quand même 2 300 000 personnes. Et ces gens-là sont très peu entendus.
ils sont basculés au RSA quand ils y ont droit ou dans la misère. Et le collectif des précaires de l'hôtellerie, restauration événementielle, qui est l'un des collectifs qui les représente, a fait un rapport récapitulant toutes les actions qu'ils ont menées depuis mars 2020 contre leur mort annoncée. Et ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Alors, le gouvernement vient de créer, je vois que j'ai perdu la page. Excusez-moi, j'ai dû perdre. Je m'étais déconnectée par erreur, excusez-moi. Donc, le gouvernement vient de créer une prime exceptionnelle d'un montant pouvant aller jusqu'à 900 € par mois pour ces catégories de précaires et intermittents autres que ceux du spectacle qui étaient exclus donc de l'indemnisation. Cette prime exceptionnelle qui est versée début février pour les mois de novembre, décembre, janvier, février en cours, mais malheureusement soumise à des conditions extrêmement restrictives, notamment avoir travaillé au moins 138 jours en 2019. Donc, elle ne répond pas vraiment à la situation de ces millions de personnes. Quant aux jeunes de moins de 26 ans, dans le cadre du programme Un jeune, une solution de juillet 2020, le gouvernement a mis en place seulement à partir de début février une aide exceptionnelle pour les demandeurs d'emploi en accompagnement individuel intensif, donc pour ces jeunes de moins de 26 ans, s'ils ne perçoivent pas plus de 300 € de revenus mensuels. Le montant de cette prime exceptionnelle, là encore, n'est que de 497 € maximum par mois ou de 3 fois ce montant sur 6 mois. Or, le ministère du Travail nous dit que 1 200 000 jeunes de moins de 26 ans ont signé un CDD de plus de 3 mois ou un CDI entre août et décembre 2020 et prétend que c'est autant qu'en 2019 et que 500 000 jeunes de moins de 26 ans ont signé un contrat d'apprentissage. Grâce à la prime mise en place en juillet dernier pour les entreprises, embauchant soit des jeunes moins de 26 ans en CDD de plus de 3 mois ou en CDI, ou alors des apprentis. Par contre, la DARES, dans son point bimensuel du 4 février 2021, enregistre, elle, une baisse des embauches en CDD depuis 3 mois ou en CDI des jeunes de moins de 26 ans de 14% sur toute l'année 2020 par rapport à 2019. Donc, vous voyez que les mesures prises qui se disent exceptionnelles, qui se disent prenant en compte la situation, sont loin d'y répondre. Je vais terminer en abordant rapidement la précarité en matière de logement et la précarité énergétique. C'est aussi un autre aspect de l'aggravation de la situation des plus précaires. La Fondation Abbé Pierre vient de publier le 1er février un rapport sur l'état du mal-logement en France en 2021. Elle recense 4 100 000 personnes mal logées, dont 300 000 sans domicile fixe, 2 millions privés de confort, 3,5 millions en précarité énergétique. C'est ce que confirme d'ailleurs l'Observatoire national de la précarité énergétique. En 2019, il estimait déjà à plus du quart les ménages locataires du parc privé en précarité énergétique, c'est-à-dire soit avec des dépenses d'énergie excédant beaucoup leurs possibilités, soit donc mal chauffés, ayant très froid. Ça, c'était pour le parc privé, un quart des ménages locataires en précarité énergétique, et dans le parc locatif social, 36%. Et les locataires du parc privé consacraient en moyenne 28% de leurs revenus à leurs dépenses énergétiques, mais pour les ménages les plus défavorisés, le taux d'effort pouvait excéder le tiers de leurs revenus. Et dans le parc social, le taux d'effort moyen était, lui, de 23% au lieu de 28%. Mais ces taux d'effort en énergie ne cessent d'augmenter en raison de l'explosion des prix de l'énergie. Les prix de l'électricité ont augmenté de 60% entre 2006 et 2020 et ceux du gaz de 70% depuis 2004. Alors, quand on parle de précarité en matière de logement, autour des chiffres qui nous sont donnés, comme par exemple 1 200 000 personnes qui sont en impayés de loyer ou de charges locatives, et près de 6 millions de personnes qui ont un effort financier excessif, donc ils sont obligés de consacrer plus de 35% de leurs revenus au logement. Il existe un vaste lot de personnes frappées par la crise du logement.
Et cette crise, comme le dit la Fondation Abbé Pierre, qui a publié donc son rapport sur l'état du mal-logement, cette crise, c'est une double peine conjuguée avec la crise sanitaire pour les personnes sans abri ou mal logées, mais c'est aussi une bombe à retardement pour tous les ménages modestes parce que les conséquences vont être très durables et vont s'amplifier dans le temps. Et la Fondation Abbé Pierre souligne l'insuffisance des politiques publiques en la matière. Le nombre de logements sociaux financés, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai de nouveau plus d'écran. Vous m'entendez? Continue, va, c'est bon. Oui. Bon, d'accord. Oui, le nombre de logements sociaux financés qui était déjà très faible, de 100 000 par an, n'a cessé en 2017, n'a cessé de diminuer. On peut s'attendre à une baisse de 20% des attributions là, cette année. L'effort public pour le logement n'a jamais été aussi faible depuis 1984. Il est passé de 2% à 1,4% en 2019, en pourcentage du PIB. Et alors qu'il y a eu quand même 3 500 expulsions locatives par la force publique en 2020, les hébergements existants ou supplémentaires ouverts sont restés très insuffisants. Le 115 est complètement saturé. Et c'est la société civile, les associations, les collectifs qui se sont montrés les plus réactifs et les plus solidaires. Et donc, je vais juste terminer en disant que les revendications et les mobilisations des syndicats, des associations de chômeurs et de précaires feront donc l'objet de la 3e séance de ce forum le 11 mars. Mais ces revendications, en 2 mots, portent essentiellement sur l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage de 2019, sur une nouvelle convention d'assurance chômage assurant l'indemnisation à un niveau correct, proche ou égal au SMIC, de 100% des chômeurs et des précaires, et le maintien des droits à l'assurance chômage pour tous ceux, toutes celles qui en ont besoin pendant une année blanche à partir de la fin de la crise sanitaire. Voilà, je m'arrête là en m'excusant un peu d'une avalanche de chiffres. Merci beaucoup, Evelyne, pour ce tableau très complet et qui est impressionnant, hein, à travers les chiffres que tu as donnés, la démonstration